Les cafés, selon toutes les apparences, ont une vie des plus normales. Terry et Penny Café sont les parents de 3 enfants, une jeune fille de 16 ans, Erin, et 2 jeunes garçons, Matthew 13 ans et Tyler 8 ans. Terry Café était un prédicateur. La famille vivait dans une maison isolée dans les bois à Alba, à environ 100 km de Dallas au Texas. Les cafés avaient impliqué tous les membres de la famille dans l'église locale. Les garçons Matthew et Tyler jouaient de la guitare et de l'harmonica. Erin chantait à l'église régulièrement, tandis que la mère jouait du piano. Cette famille était élevée dans la religion et dans l'harmonie. Selon toutes les apparences, c'était une famille heureuse et sans histoire. Voici l'histoire d'Erin Café, celle qui a voulu tuer sa famille. Il n'y a aucune ombre au tableau, mais l'histoire racontée ici va nous faire prendre conscience que les choses peuvent changer très rapidement. Une mauvaise rencontre à un mauvais moment peut réveiller les démons qui sommeillent en quelqu'un, des démons qui vont ruiner des vies entières. Peu importe l'éducation et l'amour que des gens peuvent recevoir, s'ils ont de la méchanceté en eux, si ce sont des psychopathes, tôt ou tard, ils feront le mal, sans remords, sans regret et sans état d'âme. Le destin tragique de la famille Café a pris naissance 5 mois auparavant. Erin, leur fille de 16 ans, venait de rencontrer Charlie Wilkinson, 19 ans. Dès le début, Terry et Penny n'ont pas approuvé cette relation. Erin est rapidement tombée amoureuse de Wilkinson. Elle avait changé. Elle était maintenant en rébellion constante. Les parents se sont dit que peut-être cette relation se terminerait d'elle-même et que les choses rentreraient dans l'ordre et qu'ils pourraient retrouver leur fille comme auparavant. Malheureusement, le mal était fait. Jamais ils ne soupçonneront les événements tragiques qui les attendaient. Les choses empiraient constamment. Auparavant, bon élève, Erin avait maintenant de mauvaises notes. Inquiets de leur fille, les cafés sont allés voir sur Internet pour en savoir plus sur Charlie Wilkinson en consultant sa page sur MySpace. Il y avait plein d'allusions à la drogue, la boisson et à la sexualité. Les parents étaient maintenant convaincus qu'il fallait éloigner Wilkinson de leur fille. Son influence néfaste était en train de la perdre. Séparer Erin de Wilkinson serait une tâche quasi impossible. Erin était amoureuse. Elle avait même demandé en décembre à ses parents de retourner à l'école publique. Les parents ne se doutaient pas à l'époque que cette demande n'avait aucune autre raison que de retrouver Wilkinson encore plus souvent. Erin et Wilkinson étaient toujours ensemble. Ils ne se quittaient plus. Wilkinson avait même promis à Erin Café qu'il se marierait. Il lui avait donné une bague qui avait appartenu à sa grand-mère en gage. Il était donc illusoire de penser que les parents Café pourraient séparer le jeune couple en défendant simplement leur fille de ne plus le revoir. En février 2008, Terry et Penny Café ont décidé de parler à leur fille. Pour bon nombre de raisons, elle devait rompre avec Wilkinson, qui avait une mauvaise influence sur elle. Il semble que lors de cette discussion, Erin n'a pas fait de vagues. Ses parents ont même pensé qu'elle avait très bien accepté leur décision. À leur grand soulagement, le problème semblait réglé. Il sera rapporté bien plus tard par les amis d'Erin.
qu'elle avait parlé de tuer ses parents. Rien ne l'empêcherait d'être avec Charlie Wilkinson. Wilkinson était dans une colère folle. Le jeune couple n'acceptera jamais d'être séparé. Erin a des idées de meurtre et Wilkinson tout autant. Erin veut tuer ses parents. Wilkinson lui répond « Et tes frères? On ne peut les laisser comme témoins. » Elle lui aurait répondu « Je m'en fiche. Fais juste ce que tu as à faire. » 2 jours plus tard, le destin de la famille Caffey va être scellé. Dans la nuit du 28 février 2008, à 2 heures, Charlie Wilkinson arrête sa voiture devant la demeure des Caffey. Il est accompagné de Charles Allen Wade, 20 ans, et de sa petite amie Bobby Gale Johnson. Erin Caffey sort de la maison en pyjama pour les rencontrer. Elle prend place dans la voiture pendant que Wilkinson et Wade pénètrent à l'intérieur de la maison Caffey. Les 2 assassins se sont rendus directement dans la chambre de Terry et Penny Caffey. Ils ont tiré plusieurs fois sur leurs 2 victimes, ne leur laissant aucune chance. En plus d'être armés, les 2 hommes avaient en leur possession un sabre. Ils auraient tiré au moins 11 fois sur Terry, le laissant comme mort. Puis, pour ajouter à leur cruauté, ils se sont servis de leur sabre sur Penny pour la poignarder et lui asséner un coup terrible au niveau du cou, en la décapitant presque. Par la suite, ce fut au tour des 2 garçons au premier étage d'être sauvagement assassinés. Le jeune Matthew aurait même reconnu Wilkinson et l'aurait supplié en lui disant « Non, Charlie, non! Pourquoi faites-vous cela? » Matthew sera battu alors que Tyler sera poignardé au moyen du sabre. Par la suite, la maison a été fouillée et pillée. Les 2 assassins ont dérobé tous les objets de valeur qu'ils ont pu trouver, car une récompense de 2000 $ avait été promise à Wade par Wilkinson. Avant de partir, ils mirent le feu à la maison avec de l'essence à briquet. Charlie Wilkinson, 19 ans, et Charles Allen Wade, 20 ans, viennent de commettre une agression terrible contre 4 personnes. Les 2 hommes pensent avoir tué 4 fois, mais par miracle, Terry Caffey est toujours conscient. Il a vu sa femme se faire tuer sous ses yeux. Il a entendu ses enfants se faire massacrer à l'étage supérieur. Il a conscience que la maison brûle et qu'il ne peut plus rien faire pour les siens. Avec une force surhumaine, il parvient à ramper et à se glisser hors de la maison. Il va prendre 1 heure pour se rendre chez son voisin. Les autorités sont averties et arrivent sur les lieux du drame. Terry Caffey a vécu l'horreur, gravement blessé, ne pouvant bouger. Il a entendu les meurtres contre les 3 membres de sa famille. Puis, il a perdu conscience pour miraculeusement se réveiller et survivre à cet enfer. Il affirmera par la suite qu'il a entendu le nom de Wilkinson et qu'il savait pourquoi il était dans sa maison. Quand il est arrivé chez son voisin, Tommy Gaston a appelé immédiatement les secours qui lui ont demandé par où saignait Terry. Gaston aurait répondu « D'où ne saigne-t-il pas? C'est un miracle qu'il soit ici. » En effet, Terry Caffey est encore en vie, malgré ce carnage. Il croyait avoir reçu 11 coups de feu, mais en réalité, il en avait reçu 5. Il sera traité au East Texas Medical Center à Tyler et admis à l'unité des soins intensifs.
Terry Caffey pourra s'exprimer rapidement après son opération et désignera Charlie Wilkinson comme l'assassin de sa famille. Trois heures après le témoignage de Caffey, les policiers ont appréhendé Charlie Wilkinson, Charles Allen Wade et sa petite amie Bobby Gail Johnson. À ce moment, Erin Caffey n'est pas suspectée, mais les choses vont rapidement tourner en sa défaveur. En effet, Wilkinson, Wade et Johnson ont tous les trois témoigné que le cerveau de l'affaire n'était nul autre qu'Erin Caffey. Les trois témoignages concordaient tous quant à la responsabilité première d'Erin Caffey. Lorsque les trois complices ont été arrêtés, Erin se trouvait dans la caravane de Wilkinson et semblait en état de choc. Elle affirmait qu'elle avait été kidnappée. Elle a été ensuite arrêtée alors qu'elle rendait visite à son père à l'hôpital en compagnie de ses grands-parents. Elle affirma qu'elle n'était responsable de rien, mais son histoire ne fut nullement crue par les enquêteurs qui lui passèrent les menottes. Erin Caffey et ses trois complices furent accusés de 3 chefs d'accusation de meurtre qualifié. Charlie Wilkinson et Charles Wade ont été condamnés à la prison à vie sans aucune possibilité de liberté conditionnelle. Erin Caffey et Bobby Gail Johnson ont plaidé coupables à des accusations de meurtre. Johnson a reçu une sentence à vie avec une possibilité de libération conditionnelle dans 24 ans. Quant à Erin, la peine qu'elle a reçue est bien plus lourde. Elle a été condamnée à 2 peines concurrentes de 40 ans de prison. Elle devra purger 40 ans avant d'être éligible pour une libération conditionnelle. Erin est détenue à l'unité Hilltop à Gatesville, au Texas. Erin Caffey, 16 ans, vivait dans un milieu tout à fait normal. Elle était studieuse, elle possédait sa propre voiture et de son propre aveu, elle avait toujours été bien traitée par ses parents. Une rencontre avec un psychopathe l'a complètement retournée, la faisant tomber dans une folie meurtrière. Elle décida de massacrer ses 2 parents et ses 2 frères pour pouvoir demeurer avec Charlie Wilkinson, 19 ans, un homme dont elle s'était éprise follement et qui lui avait promis le mariage. Terry Caffey a vu son épouse être massacrée sous ses yeux et a entendu ses 2 garçons mourir. Il a eu la douleur d'apprendre que sa fille de 16 ans, Erin, était responsable de ce massacre. Après les funérailles de sa famille, il est allé vivre pour un temps chez sa sœur. Les pensées les plus sombres l'habitaient. Il avait dit, quelques semaines auparavant, « J'avais une belle maison et une belle famille. » Tout avait disparu. Il a vécu une longue période dépressive et il a frôlé le suicide qu'il avait lui-même planifié. Ses croyances en Dieu ont fait en sorte qu'il a renoncé à ses sombres pensées et a décidé de continuer à vivre. Il a cherché à comprendre les volontés du Tout-Puissant sans jamais trouver une réponse à ses questions. Caffey a choisi de poursuivre sa vie, mais pour avoir une chance d'avancer, il se devait de suivre le chemin du pardon. Il a plaidé pour qu'on retire la peine de mort pour Wilkinson et Wade. Il s'est exprimé en ces termes. « Je voulais qu'ils aient une chance d'éprouver du remords et, espérons-le, être désolés pour ce qu'ils ont fait, avoir une chance de se repentir. »
La justice s'est rendue aux demandes de Café. La chose suivante pour lui était de rencontrer les deux meurtriers pour qu'ils s'expliquent sur ce qu'ils avaient fait. Wilkinson et Wade, à la suite de cet accord, avaient l'obligation de faire face à celui dont il avait anéanti la famille entière. Lors de cette rencontre, Café raconte que Wilkinson baissait les yeux et pleurait. Wilkinson aurait avoué à son avocat que c'était la chose la plus difficile qu'il avait eu à faire dans sa vie. Par la suite, Terry Café s'est assis avec sa fille, qui s'est mise à pleurer devant ces questions. Elle raconta à son père qu'elle avait tenté de s'enfuir cette nuit-là et qu'elle avait été forcée de demeurer dans la voiture. Envers et contre tous, Terry Café a choisi de croire sa fille. Selon lui, Wilkinson lui a lavé le cerveau et l'a accusée d'être l'instigatrice de toute cette affaire. Il ne veut pas se justifier aux gens qui ne le comprennent pas quand il affirme croire ce que sa fille lui a raconté. Il dira « Je ne sais pas de justifier quoi que ce soit, c'est ma fille. » Terry Café s'est remarié avec une femme qui avait 2 enfants. Il demeure investi dans son ministère et donne des conférences. Il tente d'aider des gens qui ont vécu de dures expériences. Chaque jour, il reçoit des lettres de gens qui se confient à lui sur des tragédies qu'ils ont vécues. Il fait de son mieux pour les aider à avancer dans la vie. Il est co-auteur avec Jim Pence du livre Terror by Night qui décrit le cauchemar qu'il a vécu. À chaque mois, Terry Café rend visite à sa fille Erin. Jordan Rayner est une artiste très populaire dans la musique country. En 2008, elle a rencontré des femmes condamnées dans des prisons du sud du Texas. Elle travaillait dans des unités pénitentiaires qui tentaient d'aider des femmes pour leur donner une seconde chance dans la vie. Elle était au début de la vingtaine à cette époque. Elle a passé beaucoup de temps avec des femmes qui avaient tué et qui avaient reçu de lourdes peines. En 2008, son équipe l'a désignée pour rencontrer Erin Café parce qu'elle était la plus jeune du groupe et on pensait à juste titre que la sympathie pourrait s'installer entre elle et Café qui n'avait que 17 ans. Rayner avait aussi pour principe de ne pas être informée des crimes que les femmes qu'elle rencontrait avaient commis pour ne pas fausser son jugement. Elle rencontra Erin Café, qui se trouvait dans une salle de classe. Sa première impression fut excellente. Erin parlait doucement. Elle disait qu'elle était tendre et semblait timide et ne la regardait presque pas dans les yeux. Elle se demandait bien ce qu'elle avait pu faire pour ainsi aboutir en prison avec une lourde peine. Il lui semblait impossible qu'une petite fille aussi timide ait pu être violente un jour. Rayner a vraiment sympathisé avec Erin Café. Elles ont même blagué par moments. Elle a tenté de la faire parler sur ce qu'elle avait fait, même si c'était contraire à ce qu'elle faisait habituellement. En écoutant la version d'Erin, elle a cru fermement que la jeune fille n'était qu'une pauvre victime, qu'elle avait été mêlée à des événements dont elle n'avait eu aucun contrôle. Jordan Rayner se disait qu'elle avait été certainement condamnée à tort. Erin était effrayée et regrettait le passé, et aimerait seulement revenir en arrière, même si elle savait que c'était impossible. Jordan Rayner était ébranlé par cette rencontre. Il ne demandait qu'à aider cette pauvre jeune fille qui lui semblait si désemparée et sans défense. Rayner s'est rendu compte qu'elle avait été bien naïve
En croyant tout ce qu'Erin Café lui racontait, elle se rendit compte combien la jeune fille pouvait être manipulatrice. Elle jouait parfaitement le rôle de l'animal blessé, alors qu'en réalité, elle était une psychopathe. Alors qu'Erin était en face de Rainer, la tête baissée, et qu'elle parlait doucement, Rainer s'est penché pour tenter de mieux l'entendre. C'est alors qu'Erin a relevé la tête et l'a regardé avec des yeux qui lui ont glacé le sang. Elle dira que son estomac s'est noué. Elle décrira la suite de sa rencontre dans les mots suivants. Les poils de ma nuque se dressaient. J'avais un sentiment horrible qui me rendait malade. J'étais dans un environnement d'une prédatrice. J'ai terminé la séance avec elle en essayant de garder mon sang-froid. De retour dans sa chambre d'hôtel, elle a été réveillée durant la nuit par une crise de panique. Elle avait fait un cauchemar à propos des yeux d'Erin Café. Elle avait vu le mal. Elle brisa sa règle et consulta l'Internet pour savoir ce que la jeune fille avait fait. Elle terminera par les propos suivants. Tout le monde ne peut pas dire qu'il a vraiment regardé le mal en face et que le mal l'a regardé en retour. Mais je l'ai fait, et cela ne m'a jamais quitté. Jordan Rainer n'oubliera jamais sa rencontre avec Erin Café, une psychopathe. Elle en a eu pour des années à s'en remettre. Quand on lui a posé la question sur le pourquoi de ses actes, Erin Café a froidement répondu « J'étais choqué, en colère et blessé. C'était le gars avec qui j'étais censé passer le reste de ma vie et il m'aimait. Nous allions nous marier. » Le thérapeute criminel Israel Lewis, qui a rencontré Erin, a affirmé qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi dangereux qu'Erin Café. Piers Morgan l'a interrogé pour une série d'émissions qui s'intitulait Killer Woman. Il a été marqué par cette rencontre. Il dira, dans le cas d'Erin Café, vous savez que vous regardez le mal. C'est la femme la plus méchante que j'ai jamais rencontrée. Au cours de cet entretien, Morgan a été de surprise en surprise, dans des moments qui lui semblaient tout simplement surréalistes. Erin Café semblait vivre dans une autre réalité. Elle y alla de quelques déclarations à glacer le sang. Vous savez, quand nous sommes allés à un camp de jeunes, j'ai été élu la personne la plus amusante. Quand j'y repense maintenant, tout cela était tout simplement stupide. Je veux dire, pourquoi? Il ne me battait pas, il ne me faisait pas mourir de faim, mais je l'ai fait faire. Je suppose que tout se résume à des choix. Morgan affirme que le moment le plus surréaliste de cet entretien est survenu lorsqu'Erin a chanté Amazing Grace. Morgan n'oubliera jamais la rencontre avec Erin Café. Parfois, des personnes fragiles qui sont égarées vont faire de mauvaises rencontres qui vont ruiner leur vie. Dans le cas d'Erin Café, il semble que Charlie Wilkinson n'était aucunement responsable des décisions que la jeune fille avait prises. Erin est tombée amoureuse de Wilkinson parce qu'elle avait trouvé une personne qui lui correspondait parfaitement. Le mal avait rencontré le mal, et on connaît la suite malheureuse des événements. Outrée par la décision de ses parents qui refusaient que leur fille de 16 ans sorte avec un jeune homme peu recommandable,
Erin Caffey a pris une décision qui lui semblait toute simple: éliminer ses parents et ses 2 petits frères. Dans son esprit complètement tordu, elle croyait qu'elle pourrait vivre une belle vie tranquille, se marier avec Charlie Wilkinson et bien dormir la nuit. Heureusement, la justice aura rapidement rattrapé les auteurs de ce massacre pour les condamner à de lourdes peines. Erin Caffey ne pourra être admissible avant 40 ans à une libération conditionnelle. Une conditionnelle qui semble très douteuse. Ranch County 911, what's your emergency? This is Tommy Gaston. I've got a man that's been shot. He's out here at my house now. Okay, so stay on the line. I'm going to contact you, the champion, okay? Okay. What's the address of your emergency? This is Tommy Gaston. I've got a man that's been shot out here at my house. Okay, so he's been shot? Yes. What's your address? 2320. Wait a minute. Hang on. It's 2063 County Road 2320. 2370. County, are you online? Yes, ma'am. Can you confirm address? It shows 2063 Ranch County Road 2370 on 911. Right. Okay. This is an Emory? Well, yes, it's Rankin County. That's Alba address. 2063 Ranch County Road 2370. Okay, so you're in Alba? The complaint is saying he's got a victim in his house that's been shot. What, sir, are you there with, hello? Hello? First response. Sir, can you hear me? Hello? Sir, can you hear me? Yes. Okay. All I can hear is counting. County, can you mute your radio? I'm sorry. Sir, alright, sir, I have a few questions that I need to ask you, okay? We're going to get you an ambulance. I need you to stay on the line with me, okay? Are you with the patient now? Yes. How old is he? He's 41. Is he conscious? Yes. And is he breathing? Yes. Okay. Sir? Yes. Okay, I'm sorry. When did this happen? I don't know. Just a little bit ago. And we've also got a house on fire out here. And the house is on fire? Is the assailant still nearby? Are they? Is the person who shot him still nearby, sir? Yes, he's right here at me. You shot him? No, I didn't. I don't know any more details. I've got to hang up and help him. Sir, I have to ask you these questions. Okay, they're en route. Is there any serious bleeding? Yes, he's bleeding. Okay, is he completely awake? Yes, he's awake. Okay, what part of the body was injured? I don't know, but I've got to go. Sir, I need to know where he was shot. Do what? I need to know where he was shot at. I don't know. He's right there and you don't know where he was shot? Yes. Where's he bleeding He's bloody all over. He's bloody all over? Yes. Okay, do you know what he was shot with? No. Is there more than one wound? I don't know. Alright, sir, I need you to look and check Helen. so we can help him, okay?
Tell him, give him a towel. Huh? Hello. This is County. Did they hang up? Yes, ma'am. You got officers in there? Yes, ma'am. Did you get any more information out of them than I did? No, I was connecting right over as soon as he said there was a gunshot. Okay. All right, thanks. Uh-huh. All right, bye.